sur les stands de nos partenaires. Ils seront un plaisir de vous les présenter. Et nous vous proposons de découvrir sur de plus nombreux créneaux les démonstrations de pulvérisation. Je laisse à présent la parole à Thomas et à notre premier intervenant. Belle journée à tous. Donc, bonjour à tous, Thomas Marcheux, responsable du pôle végétal pour cette édition. C'est nous qui organisons en grosse partie les conférences et les tables rondes que vous verrez aujourd'hui et toute la journée. Et nous allons accueillir Bastien Boquet pour sa première conférence qui va nous parler des adventices résistantes et de leur gestion de plus en plus compliquée. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Bastien Boquet. Je suis ingénieur projet chez Agrotransfert Ressources et Territoires et je suis également agriculteur dans la Somme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Agrotransfert, on est une association de recherche et développement en agriculture. Donc, qui sommes spécialisés vraiment sur des travaux liés à l'agriculture et à l'agronomie, avec plusieurs équipes et des travaux très distincts, que ce soit sur la thématique sol et agrosystème, sur les systèmes de production et les innovations dans ces systèmes, sur la gestion des risques en agriculture ou bien encore sur tout ce qui va concerner les filières de la bioéconomie. Donc je vais vous parler aujourd'hui, comme l'a dit Thomas, des graminées résistantes aux herbicides et comment mieux les maîtriser et donc adapter les stratégies pour continuer à les maîtriser. Alors. A priori, ça passe pas. Alors du coup, pour commencer, donc je vous parlerai, donc on va parler aujourd'hui spécifiquement du vulpin des champs et du régras, qui sont les adventices vraiment les plus problématiques. Et donc je vous parlerai des évolutions de leur biologie, en lien notamment avec le changement climatique et les résistances aux herbicides. En parlant des résistances aux herbicides, on parlera justement de ces résistances et des conséquences qu'elles vont engendrer en parcelle agricole et comment finalement on peut adapter les leviers de gestion, de par notamment l'agronomie, pour essayer de solutionner ces problématiques. Et enfin, je vous parlerai d'un certain nombre de retours d'expérience et d'expérimentations qui sont en cours au sein de nos projets Agrotransfert avec nos partenaires pour essayer de trouver des nouvelles solutions dans des parcelles à forte infestation. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça vient de deux projets sur lesquels on est impliqué à Agrotransfert. Donc le projet Adventure, qui est un projet piloté par Agrotransfert, qui est mené en collaboration avec un ensemble de partenaires que vous voyez ici, que je ne vais pas détailler, et dans le cadre d'un second projet qui est le projet COPRA, donc un projet de recherche pour le coup sur la gestion des adventices, qui lui est porté par l'INRA et Dijon, qui sont les spécialistes donc en agroécologie et malherbologie. Et donc ces deux projets ont des finalités similaires qui sont finalement de trouver des solutions pour gérer les adventices avec moins d'herbicides et d'outiller les agriculteurs dans ce sens-là. Donc, pour revenir à notre présentation du jour, donc on est face à deux adventices très problématiques, vulpin des champs et régras, qui finalement, comme vous le voyez dans le petit encart en bas, représentent les 2/3 des problèmes rencontrés par les agriculteurs en région de France. Donc c'est issu d'un diagnostic qu'on a réalisé en 2019 auprès d'à peu près 180 agriculteurs qui nous mentionnaient ces adventices comme étant les plus problématiques sur leur exploitation pour 2/3 d'entre eux. Et donc, pour 75% d'entre eux, pardon, je dis n'importe quoi. Et donc finalement, ces agriculteurs-là, par rapport à ces adventices, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que le vulpin il est présent dans les champs à des périodes où je ne le voyais pas avant? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur ces parcelles où je suis finalement envahi, où j'ai l'impression d'avoir essayé pas mal de choses et pas forcément d'encore avoir trouvé la solution? Et aussi, à côté de ça, la perte d'efficacité des herbicides, l'apparition de résistance, finalement, pose beaucoup de questions et on se demande finalement comment on peut le gérer par rapport à toutes ces problématiques qui viennent s'accumuler. Donc déjà, dans un premier temps, si on parle un petit peu de la biologie de ces deux espèces, est-ce que le vulpin et le régras, c'est la même chose? Est-ce qu'on est sur le même combat, entre guillemets? Donc ici, vous avez sur la gauche un graphique qui représente en ordonnée donc, le potentiel hydrique nécessaire à la germination des espèces adventices. Donc potentiel hydrique, c'est-à-dire la quantité d'eau nécessaire dans le sol, sous forme de pression en mégapascal, et la température de base qu'il est nécessaire pour leur germination.
Donc vous avez représenté ici un certain nombre d'adventices que vous connaissez tous, avec des adventices automnales, printanières, des adventices qui vont lever sur des périodes plus indifférenciées comme le régras. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que pour le vulpin et le régras, finalement, ce sont des adventices qui ont les exigences quasiment les moins fortes, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir germer dans des contextes très différents. Elles ont un besoin en température très faible et un besoin en humidité qui est également pas très élevé en comparaison à toutes les adventices qui sont au-dessus, comme la matricaire, la folle avoine, etc. À côté de ça, donc on est sur des adventices qui ont malgré tout une mortalité dans le sol qui est assez élevée. Donc, je vous ai représenté là sur le tableau à droite le taux annuel de décroissance de ces espèces. Donc le taux annuel de décroissance, c'est le nombre de graines qui va pouvoir mourir chaque année enfouies dans le sol. On est sur un TAD donc, de 69% pour le vulpin, un petit peu moins fort pour le régras, 62%. Une profondeur maximale de germination qui est un petit peu plus élevée pour le vulpin, qui s'explique par le fait qu'on a une graine qui est en mesure, de par sa paroi et sa consistance en réserve, de pouvoir germer un tout petit peu plus profond que le régras. Donc ça, c'est bien des profondeurs maximales, mais généralement, on est sur des germinations entre 0 et 5 cm. Et une production de graines par plante qui est sensiblement identique entre 2000 et 3000 graines pour ces deux espèces. Un facteur qui va changer entre ces deux espèces, c'est la dormance des graines dans le sol. Pour le régras, on est sur une dormance qui est relativement faible, avec des germinations qui sont possibles dès sa grenaison après la récolte des céréales. Pour le vulpin, en fait, cette dormance, elle va être conditionnée par les conditions météo lors de la maturation des graines sur la plante mère. C'est-à-dire que si vous avez des conditions chaudes et sèches au moment de la production des graines, donc d'ici, on va dire, les mois qui viennent, un mois, s'il fait chaud et sec, vous allez être sur une dormance faible. S'il fait plutôt frais et humide lors de la maturation de ces graines, vous allez avoir une dormance plus forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez des conditions fraîches et humides en fin de maturation et donc lors de la récolte de la céréale qui suit, les graines, en fait, c'est une stratégie de survie qui leur fait dire si je peux germer maintenant, je sais que ça va mal se passer parce qu'il y a du travail du sol. Et donc finalement, l'intérêt pour elles, ça va être de justement rester en dormance jusqu'à ce que les conditions lui reviennent propices plus tard lors de l'implantation de la céréale suivante. À l'inverse de lorsqu'il fait chaud et sec, où finalement la dormance est plus faible. Lorsqu'il fait chaud et sec lors de la maturation des graines, la dormance est plus faible et donc les germinations peuvent intervenir dès le semis de la céréale, quand les conditions redeviennent favorables. Donc voilà, donc pour la stratégie de survie de ces deux espèces, on est sur des espèces qui ont une dormance plutôt faible à moyenne, des conditions de germination peu restrictives, et finalement on est sur une production de graines très importante, qui en fait finalement montre que c'est des espèces qui ont peu de lacunes, hormis peut-être leur taux annuel de décroissance qui est assez élevé, qui va nous permettre de les faire mourir dans le sol assez vite, mais on est sur des espèces qui vont avoir des stocks semenciers qui vont avoir tendance à s'accroître de plus en plus et qui vont devenir problématiques. Donc aujourd'hui, on voit bien que dans les parcelles, au niveau de ces espèces, il y a des choses qui évoluent. On les rencontre dans des cultures dans lesquelles on ne les rencontrait pas il y a encore 10 ans. On les rencontre de plus en plus tard après implantation des céréales. Et donc, voilà, on se pose des questions par rapport à tout ça. Donc il y a plusieurs hypothèses qui vont entrer en jeu. Déjà, une première hypothèse qui fait état d'une évolution climatique qui est prononcée depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc ça va pouvoir avoir un impact sur l'évolution de la dynamique de ces espèces dans les parcelles. En parallèle de ça, les pratiques agricoles ont également évolué ces dernières dizaines d'années, avec une tendance à moins de travail du sol, une tendance à l'augmentation de la quantité d'azote minéral apporté au détriment de l'azote organique, une tendance à l'avancement des dates de semis, notamment des céréales, et des programmes et des périodes d'application herbicides qui tendent à être semblables, avec des matières actives qui deviennent de plus en plus récurrentes dans nos systèmes, notamment du fait que d'autres matières actives sont retirées à côté de ça. Et donc, le dernier point, ça vient un peu en relation avec ce que je viens de dire, c'est aussi l'évolution herbicide. On a eu un essor des herbicides à la fin du XXe siècle avec une panoplie d'herbicides qui aujourd'hui tend à diminuer, à perdre en efficacité et à faire apparaître des résistances en parallèle de ça qui vont poser également des soucis. Qu'est-ce que ces différents phénomènes vont pouvoir engendrer? Et en fait, finalement, vous voyez qu'il y a 3 types de choses qui vont évoluer. La première chose, ça va être l'évolution des périodes de levée préférentielle du vulpin. Donc vous le verrez, on a commencé des travaux pour expliquer pourquoi aujourd'hui on rencontre des vulpins à des périodes où on ne le rencontrait pas avant.
donc avec des périodes de levée préférentielles qui vont avoir tendance à évoluer dans le temps. Une évolution des écotypes également. Aujourd'hui, on rencontre des vulpins particulièrement en automne, et aussi des vulpins au printemps. On se pose la question de finalement, est-ce que c'est exactement la même espèce? Est-ce qu'on n'est pas sur des écotypes? Donc des écotypes, c'est des variétés entre guillemets différentes. Le dernier point, c'est un accroissement des populations, et ça c'est avéré. On a des stocks semenciers en vulpins et en raigrats qui ont de plus en plus tendance à augmenter de par des échecs de désherbage et une visibilité secondaire qui s'accroît dans le temps dans les parcelles agricoles. Le premier point que je vais détailler, c'est donc, comme je vous le dis, l'aspect évolution des périodes de levée. Donc, on avait fait l'hypothèse que le changement climatique allait occasionner différentes évolutions, des périodes de levée qui vont avoir tendance à s'accentuer à l'automne, voire en début d'hiver, également en sortie d'hiver, avec des pics de levée plus importants dans toutes les cultures implantées à la sortie de l'hiver, type orge de printemps, betterave. Et aussi donc l'évolution de manière générale, mais aussi une variabilité interannuelle de plus en plus forte. C'est-à-dire que les années sont tellement distinctes et tellement particulières que finalement on va avoir des niveaux de pression et donc une variabilité d'élevée de vulpins et de raigrats qui va avoir tendance à être de plus en plus fluctuante, et notamment liée au fait qu'on a des périodes de sécheresse agronomique qui sont plus fréquentes. Comme je vous l'ai montré, il y a nécessité quand même d'une certaine humidité dans le sol. Si cette humidité n'est pas réunie, le vulpin ou le raigras ne vont lever que lorsque les conditions lui seront propices. Et donc, forcément, ça va décaler les périodes de levée dans lesquelles on va les rencontrer et poser d'autres soucis qu'on ne rencontrait pas avant. Donc ça, c'est la première chose, les premiers constats. Et donc ici, pour illustrer, vous avez deux photos qui sont prises exactement dans la même parcelle le même jour. Donc des photos issues de la récolte 2021. Où vous avez à droite des graines de vulpin qui sont fraîchement tombées, et vous le voyez ici, on est déjà sur des espèces des graines qui sont déjà en train de lever alors même que le blé n'est pas récolté. Ce qui montre bien que dès la tombée des graines au sol, on va pouvoir avoir des plantes qui vont directement lever à la récolte, et dans un autre côté du champ, vous avez là ici des vulpins qui sont encore verts, qui sont à floraison. Et donc ça montre bien que ce sont des graines de vulpin qui ont germé au printemps. Donc au printemps, ce qui veut dire que on a eu des conditions qui se sont réunies au printemps et qui ont permis à ces graines-là de lever au printemps. Donc ça montre bien la flexibilité de ces espèces, de cette espèce à lever dès lors que les conditions lui sont propices, et donc finalement à contrecarrer un petit peu notre plan de bataille pour essayer d'y remédier. Ici, donc, je vous présente le résultat de nos premiers travaux sur l'actualisation des courbes de levée. Donc, vous avez en rouge la courbe historique de levée du vulpin des champs, donc avec deux pics majoritaires. Hein. Le plus gros pic de levée qui est, on va dire, du début fin d'été jusqu'à la fin de l'automne, avec un pic préférentiel début octobre, et un second pic plus au printemps qui est beaucoup moins élevé. Et donc en fait, ce dont on s'est rendu compte, on a actualisé cette courbe avec un modèle de simulation, le modèle Flor6 développé par l'INRA et Dijon. Et en fait, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que le pic principal de levée du vulpin des champs va avoir tendance à s'affaisser un petit peu. Par contre, il va permettre du coup à l'espèce d'occasionner des levées beaucoup plus tardives. Vous le voyez à l'hiver, on a encore des levées qui peuvent avoir lieu début décembre, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et idem pour le pic de printemps, on va avoir un pic de levée moins important, mais des levées désormais possibles même en fin de printemps, notamment au moment de l'implantation des derniers maïs, notamment là où on ne les rencontrait pas auparavant. Donc tout ça finalement, ça nous fait dire que le vulpin, il est désormais capable de germer et de lever dans de multiples contextes, et c'est là où ça devient problématique. J'ai pris un peu d'avance, donc voilà, des levées possibles toute l'année, fin d'automne, début d'hiver, et donc forcément par rapport à ça, on va avoir un effet de la rotation culturelle qui va être atténué, forcément dès lors que vous allez vouloir implanter des cultures d'été ou bien retarder encore plus la date de semis, vous allez avoir un effet moins marqué de ces leviers-là, ce qui renforce notamment l'intérêt de les cumuler pour avoir un effet couplé et intéressant. Et également des levées fin de printemps, début d'été, qui vont par contre potentiellement renforcer l'efficacité des faux semis à l'été, dès lors que les conditions sont réunies, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si on est sur une année avec une période de sécheresse agronomique à l'été, forcément l'efficacité du faux semis ne sera pas forcément optimale. Le deuxième postulat,
c'est donc les évolutions de ces adventices liées notamment aux évolutions concernant les herbicides. Donc forcément, ça va avoir augmenté la part des stocks semenciers de ces espèces, hein, et donc finalement, comme je vous le montrais juste avant, hein, le fait qu'on ait ici un pic moins grand ne veut pas dire qu'il y a entre guillemets moins de risques. Au contraire, à partir du moment où vous avez des stocks semenciers qui augmentent, forcément le stock augmente et donc le pourcentage de levée de l'espèce à un moment donné sera forcément plus fort si le stock est plus important. Donc, par rapport à l'évolution de ces stocks, donc déjà, le premier point lié à l'augmentation de ces stocks, c'est la perte d'efficacité des herbicides et notamment l'apparition des résistances aux herbicides. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais pour rappeler en très bref, il y a deux grands types de résistances. Les résistances qui sont liées à la cible, en fait, qui vont être occasionnées par la mutation du site de fixation de l'herbicide dans la plante, et des résistances non liées à la cible, où là, finalement, c'est le fait que l'herbicide n'arrive pas à sa cible. Donc soit parce qu'il y a modification de la pénétration de l'herbicide dans la plante, soit parce que justement, l'herbicide, une fois qu'il a pénétré dans la plante, va être altéré lors de son transport vers le site de fixation, ou bien parce qu'il va être détoxifié par la plante. Et donc ce deuxième phénomène de résistance, lui, va être beaucoup plus complexe et occasionner potentiellement plus facilement des multirésistances. La résistance aux herbicides, quelles molécules sont concernées? Bon, pareil, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose. Ici, vous avez la représentation de la carte de France pour les résistances du groupe, des herbicides du groupe A, donc tout ce qui est DIM, FOP. Hein. Et donc, vous voyez bien que tout le nord de la France est concerné par la résistance de cette famille d'herbicides. Hein. Et également d'autres familles, comme je l'ai mis en dessous, hein, donc les herbicides du groupe K3, du groupe N et du groupe B, qui sont également des herbicides très souvent utilisés dans la plupart de nos cultures en région. Donc ça, c'est pour le vulpin. Pour le raies gras, en fait, on est sur les mêmes résistances avérées, hein, avec des parts plus ou moins importantes. Donc là, pour le tableau, vous avez le niveau de résistance rencontré selon un code couleur pour la région Hauts-de-France. Hein. Et là, la particularité du raies gras, c'est qu'on rencontre aujourd'hui des premiers cas de raies gras résistants au glyphosate. Donc là, ça va commencer à poser de gros soucis parce que c'est entre guillemets l'arme ultime, le glyphosate dans les systèmes avec herbicides. Et donc là, se posent de grosses questions par rapport à la gestion du raies gras dans ces systèmes. Ici, donc un petit exemple de finalement la résistance aux herbicides, comment est-ce qu'on va la favoriser. C'est tout bête, mais finalement, sur une rotation qui ici est assez simple, hein, et j'aurais pu en prendre n'importe quel autre, sur une rotation avec du colza, du blé, des betteraves et de l'orge, en fait, on voit que toutes les molécules qui sont habituellement utilisées font partie des groupes sur lesquels on rencontre des résistances. Alors, je ne dis pas forcément que c'est résistant. Hein. Typiquement, l'Avadex, c'est encore un produit qui marche plutôt bien. Mais pour autant, il y a des résistances avérées aux matières actives de ce groupe. Et des résistances dans de nombreux groupes, comme je l'ai montré avant, et donc rencontrées dans quasiment toutes les cultures de votre rotation, ce qui va du coup engendrer de plus en plus de difficultés à alterner les matières actives et à trouver des matières actives qui justement sont efficaces et qui n'occasionnent pas de risque de résistance. Ça, couplé au fait que, comme je vous l'ai montré, on est sur une espèce qui va avoir tendance à lever de plus en plus tard dans la céréale, avec des semis qui restent quand même, dans la plupart des cas, assez précoces pour favoriser la qualité d'implantation, etc. Forcément, on va les favoriser. On va aussi avoir des systèmes où la part de culture d'automne est encore assez importante, et donc forcément, ces espèces-là sont favorisées dans ces systèmes-là. Et aussi des systèmes où on a, à un moment donné, mis de côté le labour, potentiellement, où là aussi, on va potentiellement favoriser ces espèces-là. Ici, un petit cas exemple chiffré pour vous montrer en fait que quand tout se passe bien, à partir du moment où on part d'une population de 100 vulpins au raies gras mètre carré, où on a une efficacité herbicide qui est satisfaisante, voilà, on a un stock semencier qui a tendance à diminuer avec le temps. Si vous prenez le cas d'une population avec résistance, ici l'idée c'est pas de s'intéresser, de se pencher sur les chiffres que j'ai inscrits, mais en fait c'est pour vous montrer que malgré une efficacité qui reste bonne sur des pieds qui ne sont pas résistants, dès lors qu'on a un seul pied résistant à un moment donné, il suffit de 2 ans pour aboutir à une population qui va être en majorité résistante. Donc en fait ça vient très vite, ça arrive très vite, et une fois que ça arrive, voilà, il y a nécessité de
de se reposer, de réfléchir le système et de savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire justement pour redresser la pente. Du coup, là, à partir de ce moment-là, il va falloir réfléchir à comment on va pouvoir adapter les leviers pour justement revenir à un niveau d'enherbement qui nous satisfait. Donc ici, vous avez des photos de parcelles qu'on suit avec des niveaux de pression vulpin, comme vous le voyez, assez conséquentes. Ici, c'était du colza. Bon, c'était plutôt une prairie à l'implantation. Et donc, il va falloir donner du poids au levier agronomique et savoir ce qu'on va pouvoir faire justement pour revenir à des niveaux de satisfaction du salissement. Ici, vous avez un schéma qui représente le cycle d'une année et notamment ce qui va se passer pour la gestion des adventices. Donc, vous allez avoir une infestation initiale, votre densité de plantes là au milieu, qui va être plus ou moins forte selon le niveau de stock que vous avez. Et vous allez pouvoir jouer sur cette infestation, donc ces levées que vous allez avoir votre parcelle et les levées que vous allez avoir à la fin par différents leviers. Il va y avoir ensuite une production de semences en interculture qui va, suite à la récolte, qui va réalimenter votre stock semencier, qui va redonner votre potentiel d'infestation pour l'année qui suit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire justement pour essayer de diminuer au maximum les problèmes suite à ça? Tout ce qui va concerner les leviers d'évitement, donc ça va être tout ce qui va concerner les méthodes de semis et notamment la date de semis qui est un levier qui reste intéressant aujourd'hui malgré ce que j'ai pu vous dire avant. Les leviers de compétition, de par la fertilisation, de par l'écartement des rangs, la densité de plantes que vous allez pouvoir semer, la fauche, etc. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez un certain nombre de leviers que vous allez pouvoir mobiliser pour maximiser leurs effets et on va dire, accumuler cet ensemble de techniques à effet partiel pour avoir quelque chose d'intéressant dans votre système. Si vous êtes dans le cas d'une forte infestation en vulpin régras, il y a des leviers qu'il va falloir actionner plus fort que d'autres. La date de semis, comme je vous l'ai dit, il va falloir, dans ces systèmes, on le sait, dès lors qu'on a des vulpins ou des régras, il y a nécessité de retarder au plus possible la date de semis. Et en fait, on se rend compte que là où on parlait retarder la date de semis au 15-20 octobre avant, aujourd'hui, on est peut-être plus au 10-15 novembre. Je sais bien que dans plein de contextes, ce n'est pas forcément possible. On ne peut pas forcément rentrer dans toutes les parcelles à cette date-là. Mais on voit qu'en termes d'évolution des périodes de levée préférentielle, qu'il y a nécessité d'aller semer le plus tard possible pour avoir un potentiel d'infestation initiale le plus faible possible. Le deuxième point, ça reste la rotation on va essayer de privilégier des cultures plutôt de printemps, voire d'été, pour justement également diminuer le risque de levée dans ces cultures qui présentent les périodes de levée préférentielles les moins fortes. Le labour est à raisonner aussi de manière beaucoup plus ponctuelle parce qu'en fait, on rencontre aujourd'hui des années où finalement, on ne va pas pouvoir implanter nos céréales comme on veut, où il va falloir labourer derrière betterave, par exemple. Et en fait, on se rend compte que parfois, on réaugmente la part d'utilisation du labour et ce n'est pas forcément toujours la solution. Alors, vaut mieux un labour tous les ans que pas de labour du tout, peut-être me diront certains. Mais en attendant, on voit que les efficacités de labour les plus intéressantes restent sur des labours d'1 an sur 4, voire parfois même d'1 an sur 5 si vous êtes sur une proportion de levée, un stock semencier plutôt encore raisonnable. Et donc aussi optimiser la gestion des faux semis en interculture avec justement un travail du sol adapté selon les conditions météo. Ici, je vous présente ensuite quelques leviers qu'on a appelés pompiers pour essayer de revenir à des niveaux de satisfaction du salissement dans des parcelles à forte infestation en vulpin. On a fait un focus ici sur le vulpin. Et donc nous, on a travaillé sur différentes choses, notamment l'essimage des épis de vulpin. Donc, qui peut être une solution de dernier recours pour faire face à l'échec de pratiques de désherbage précédentes. On essaye également de travailler dans le projet sur tout ce qui va concerner l'ensilage du blé et des adventices en immature comme technique de rattrapage et donc pour éviter d'augmenter à nouveau le stock semencier dans des situations où on aurait fait face à un échec également. Et on a également rencontré des agriculteurs qui finalement, par une combinaison de leviers tournés autour de la succession des cultures de printemps, du travail du sol, etc., agencés de façon un peu intensive, ont réussi à remédier leurs problèmes. Donc je vais vous présenter aussi ce retour d'expérience. En ce qui concerne l'essimage du vulpin et du régras, donc moi je vais faire ensuite un focus sur le vulpin, mais ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'en termes de date de floraison théorique et de maturation des graines, on est sur des espèces qui sont sur un pas de temps décalé. Et donc vous avez des vulpins qui vont être matures
plus tôt que le ré gras et donc qui potentiellement peuvent déjà être grainés à la moisson. Donc tout ce qui va concerner les techniques de récupération des graines à la moisson, ça peut être intéressant pour le ré gras qui est une espèce à floraison et à maturité plus tardive que pour le vulpin où là il faudra plus s'attarder sur des techniques d'essimage ou d'ensilage par exemple. Concernant l'essimage, donc nous on a fait des petits essais sur une dizaine de parcelles où on a essimé à 3 dates différentes, donc au 15 mai, au 1er juin et au 15 juin, à différentes hauteurs par rapport à la culture, pour voir quelle était la date la plus intéressante en termes de nombre de graines essimées et de viabilité de ces graines. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que donc déjà dans un premier temps, ce qui concerne l'effet de l'essimage sur le retour au stock semencier de graines viables, donc là nous on a bien fait le travail pour un essimage classique sur lequel on coupe et où les graines retombent dans le sol. On a aujourd'hui des techniques avec des essimeuses récupératrices qui peuvent aussi être très intéressantes, donc qui ne se prêtent pas à ce cas de figure. Donc déjà, quel est l'impact de la date et de la hauteur d'essimage? Ce que vous voyez ici, donc on a coupé, comme je vous l'ai dit, à différentes hauteurs. La hauteur H1, c'est 5 cm au-dessus de la culture, c'est la hauteur à peu près standard de coupe au niveau de l'essimage. La hauteur H2, c'est ce qu'on appelle l'essimage parfait. Au ras de la culture, on essaye de ne pas toucher les épis, mais on peut se permettre de toucher la dernière feuille. Et ensuite, les horizons H3 et H4, c'est finalement ce qu'il y a en dessous de la culture, ce qui nous a permis de comparer ce qui restait après essimage par rapport à notre nombre d'épis total et notre nombre de graines totales. Ici, vous avez le pourcentage sur ce graphique de graines de vulpin par horizon selon la date d'essimage, et donc le pourcentage de graines essimées. Donc ce qu'on voit, c'est le petit encadré à droite, c'est que finalement, c'est sur la date 3 qu'on va pouvoir estimer le plus de graines. On estime donc au mieux 70% des graines lors du passage le plus tardif en date 3. A contrario, ici, vous avez le finalement, ça nous fait dire que l'optimum par rapport à l'essimage, par rapport à ces premiers essais, se situe aux alentours de la date 2, c'est-à-dire aux alentours du 1er juin. Encore une fois, là, c'est issu de 2 années d'essais. Cette année, on est sur une année un peu particulière où on a tendance à avoir des cycles un petit peu décalés. Donc voilà, on verra avec les essais de cette année si ça se tient dans la même date, mais jusqu'à aujourd'hui, les essimages les plus intéressants sont aux alentours du 1er juin, avec environ 60% des graines essimées et moins de 10% de viabilité pour les graines qu'on va réussir à estimer pour cette date. Concernant la technique d'ensilage des céréales et des adventices en immature, donc c'est pareil, ça issu d'un retour d'expérience d'un agriculteur, donc une rotation simplifiée, un système SCOP avec un potentiel assez limité, une part d'augmentation de résistance aux herbicides de plus en plus fréquente et un salissement en graminées qui allait également montant et en parallèle un besoin de réduire cet usage d'herbicides pour passer en certification HVE3. Et donc là, l'agriculteur, dans les parcelles problématiques à potentiel limité, et bien pour gérer son salissement, il a choisi, du coup, suite à un premier blé, d'implanter 2 cultures à vocation de la méthanisation, donc le seigle et le maïs, qui ont été pour la première ensilées aux alentours du 15 mai, puis un maïs également ensilé ensuite. Et donc on voit en fait les petits carrés là, de niveau de satisfaction du salissement, que suite à sa culture, donc déjà dans sa culture de seigle, un niveau d'efficacité et de couverture et de limitation du salissement très intéressant qui lui a permis une année sans grenaison et donc forcément une diminution du stock derrière avec un niveau de satisfaction de salissement très intéressant selon lui. Le deuxième retour d'expérience qu'on a, c'est un agriculteur qui lui a mis en place une succession de cultures de printemps combinée à des leviers de travail du sol. Donc là ici on était sur une parcelle à bon potentiel, historiquement en blé sur blé, et donc là forcément une augmentation progressive du salissement en graminées et une perte allant jusqu'à 20 quintaux dans son dernier blé, où donc il a ressenti le besoin de réduire cette infestation tout en saisissant des opportunités de diversification. Et vous le voyez, entre 2010 et 2013, il a implanté 4 cultures de printemps consécutives, certaines plus ou moins particulières, qui peuvent être substituées à d'autres cultures, et couplées à des déchômages et faux semis répétés qui lui ont permis, avec un labour juste au moment de l'implantation en 2014, de revenir à un niveau de satisfaction très intéressant. Alors forcément, on sait que dès lors qu'on va mettre ces 4 cultures de printemps, certaines vont être plutôt bien rémunératrices, comme le lin notamment, d'autres moins. L'idée, c'est de trouver par rapport à votre système et à votre contexte le bon compromis en termes d'efficacité de la culture par rapport à l'évitement de ces espèces et voilà, le niveau d'efficacité sur la gestion de votre stock semencier en vulpin ré gras.
Voilà, en résumé, donc dernière diapo, du coup, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça, c'est que, vous l'avez vu, sur le vulpin Eregra, on est sur des adventices très plastiques, entre toutes, avec des paramètres de germination très peu restrictifs. Deux adventices problématiques, une qui a tendance à prendre encore plus aujourd'hui d'importance, c'est le Regra. On voit qu'il y a des levées de plus en plus continues et une moindre importance du coup des périodes de levée préférentiellement connues. Une météo météo et d'enherbement. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Donc maintenant, on va passer à un temps de questions. Voilà, quelques questions si vous en avez dans la salle. Merci pour votre conférence. L'avantage peut-être qu'on est polyculteur-éleveur, c'est peut-être de ramasser la paille. Donc ramasser la paille permet aussi de diminuer le stock semencier de vulpin et de régras. Et quand ça va être fermenté justement avec le fumier, peut-être ce stock va diminuer. Ça peut être intéressant. Pour le vulpin, je pense pas. Oui, tout à fait. Il y a, en fait, c'est ce que je dis toujours. En fait, faut toujours voir là où on souhaite mettre l'accent entre la fertilité du sol, etc., et la gestion de l'enherbement. Il y a souvent des leviers qui peuvent être antagonistes. Finalement, on sait que certains leviers pour la fertilité des sols vont être intéressants et peut-être un peu moins intéressant pour la gestion des adventices. Après, c'est un peu ce que j'ai montré aussi là sur ma photo, ça peut être un élément d'explication. Après, on sait aussi que dès lors qu'on est sur des printemps un peu humides, même sans travail du sol, on va pouvoir avoir des graines de vulpin régras qui poussent même dans une culture déjà implantée et qui en fait arrivent à grenaison au moment de la récolte de la culture. Ça, c'est arrivé en 2021. Ça pourra potentiellement encore arriver cette année avec les conditions qu'on a en ce moment, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions, éventuellement? Bon, eh bien, si c'est tout, on va passer à une petite entracte, voilà, où vous allez pouvoir avoir un café, un petit déjeuner. Merci beaucoup, Bastien, pour votre présentation.
Et vous pourrez retrouver Bastien Boquet sur le stand AgroTransfert dans notre village cet après-midi. Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler des Unitech Days, une association d'une quarantaine d'étudiants à Unillas-Salle-Beauvais qui a pour cœur de promouvoir l'agriculture. Bon, bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre première table ronde de cette édition 2023 des Unitech Days pour notre journée végétale. Donc pour cette première on parlera aujourd'hui santé des sols et santé du végétal, voilà, donc les intérêts qu'on peut trouver aujourd'hui dans les systèmes agricoles qu'on retrouve dans le nord de la France et globalement sur notre pays entier. Donc pour animer cette table ronde, je suis accompagné par monsieur David Boucher, donc un expert du groupe Carré, monsieur Bastien Boquet qui vient de groupe Pinir, monsieur Benoît Manguin qui est éleveur au vin sur un troupeau itinérant dans l'Oise avec aujourd'hui 190 brebis. Voilà. Donc on va aborder plusieurs thématiques au cours de cette table ronde afin de cibler globalement cette problématique sur le travail sur la santé des sols et du végétal dans nos systèmes. Dans un premier temps, on va parler aujourd'hui sur les façons d'intégrer des couverts végétaux dans nos systèmes de production et dans nos systèmes de culture. Donc pour ça, je vais donner la parole à monsieur Boucher pour commencer, sur comment aujourd'hui vous voyez l'intégration d'un couvert végétal dans un système et par quel biais, méthode, moyen et problématiques on pourrait répondre avec l'intégration d'un couvert végétal en production végétale. Voilà. Ouais. Alors ça c'est vraiment une question très large. Auparavant, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être là en tant qu'ancien de Beauvais. Et puis j'étais là il y a un peu moins de 20 ans et j'ai pas souvenir qu'on ait fait une aussi belle journée quand on était étudiant, donc bravo à vous. Pour ce qui est de l'intégration des couverts, on va reprendre un petit peu d'histoire quand même. Au départ, c'est juste une contrainte réglementaire, on va pas se le cacher. C'est la directive nitrate de 91 qui a lancé vraiment cette dimension couvert dans les exploitations. Et le but au départ, c'était juste de répondre à une contrainte et on va mettre de la moutarde, ça coûte pas trop cher. Et de fil en aiguille, on creuse un peu, on se rend compte qu'avec les couverts, on arrive à avoir des effets qui sont assez sympas sur les sols, sur les systèmes de culture et sur des effets connexes, et on va commencer à travailler réellement là-dessus. Maintenant, je dirais, si j'avais la prétention d'avoir la réponse à cette question, je pense que j'aurais écrit un bouquin, je serais très riche, parce qu'en fin de compte, il y a des milliers de réponses à cette question-là, donc on va essayer d'en balayer quelques-unes. Avant tout, pour bien intégrer un couvert dans un système de culture, pour moi, il faut savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire parce qu'ils veulent faire de l'humus. Bon, très bien, donc on va choisir des couverts à très forte biomasse. Et encore parfois, cette biomasse-là, elle n'est pas forcément très intéressante. On l'a vu ce matin avec un intervenant très brillant d'ailleurs. Il y en a d'autres qui vont vouloir éventuellement créer de l'azote. On l'a vu l'an dernier. On a eu un gros souci sur l'azote au niveau coût de l'engrais. Donc on cherchait des couverts, pourquoi pas, qui vont chercher de l'azote. Et nous, dans nos essais, on était monté à quasiment 100 kg d'azote. Il y en a d'autres qui vont simplement vouloir aller à la chasse. Voilà. Et ils veulent des cochons dans les couverts en mode novembre. Enfin, chacun a son intérêt à aller développer des couverts. Mais il y a des questions quand même qui sont hyper importantes à se poser au départ. C'est quand est-ce que je sème, quand est-ce que je détruis et comment je détruis. À partir de là, on peut trouver des espèces qui vont être adaptées et puis éviter d'arriver à des non-sens où on sème un couvert, on en est déçu parce qu'on l'a mis trop tard, ou alors on en est embêté parce qu'on ne sait pas comment le détruire. Voilà, donc, quand on anticipe ces questions-là, il y a des outils après. Hein. Il y a des outils développés par Arvadis, par le GIE Magellan, par plein de gens sur Internet, parce qu'aujourd'hui, chacun y va un petit peu sa recette. Il y a moyen de fabriquer une petite grille de décision. Ouais. Ouais, bon, je prends la suite. Bon, pour compléter un petit peu, je suis complètement d'accord avec David. Il y a peut-être un point aussi qui est important à mettre dans la balance, c'est finalement la succession culturelle. Hein. Tu le disais, finalement l'implantation, la destruction. Et finalement, on raisonne à l'échelle de la succession, c'est-à-dire au niveau de votre précédent. Déjà, le reliquat va laisser votre précédent. En fonction du reliquat, vous allez avoir un choix d'espèces qui va être plus ou moins intéressant. Hein. On sait qu'on a des fixatrices d'azote dans le cas de reliquats assez faibles par les légumineuses notamment, et des sipans, donc pièges à nitrate pour récupérer l'azote libéré par le précédent. Donc en fonction de votre reliquat, vous allez déjà avoir un choix d'espèces qui peut être adapté par rapport à ça. Et puis par rapport à la culture qui suit, si vous êtes sur une interculture courte, sur une interculture longue, forcément on va choisir des espèces à développement plus ou moins rapide, des espèces qui peuvent se conserver l'hiver, survivre l'hiver, potentiellement se maintenir au printemps si on souhaite maintenir le couvert tardivement. Donc différentes choses déjà au niveau de la succession culturelle, en fait, dans le positionnement du couvert entre les deux cultures principales.
Et puis après, comme l'a dit David, hein, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on attend du couvert, hein, stockage de carbone, compétitivité sur les adventices potentiellement, hein, la valorisation, si on a de l'élevage, si on a de la méthanisation notamment. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous vous rappelez bien qu'un couvert végétal, c'est quelque chose qui est réfléchi dans l'implantation et qui doit s'intégrer à part entière dans un système, qui n'est pas seulement à poser seulement pour une contrainte réglementaire, mais vraiment à intégrer et à réfléchir dans l'intégration. Donc pour ça, on voit plusieurs méthodes et plusieurs, justement, la possibilité de le jumeler à un élevage qui peut être le sien ou bien celui d'un voisin ou directement. Donc comment aujourd'hui on peut réfléchir avec ce type de système? C'est une problématique une possibilité qui se pratique bien aujourd'hui? Ça se pratique bien dans la mesure où il est de moins en moins rare tout de même de trouver des gens qui sont très partants pour le faire. Simplement n'ont pas l'envie de créer leur propre élevage, ni de s'occuper d'animaux, tout simplement, parce qu'ils ont d'autres chantiers sur les bras. Et sincèrement, au moins localement, c'est une dynamique qui va assez vite. Je refuse du monde, hein, je refuse des surfaces concrètement. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a plutôt beaucoup de demandes et que c'est en expansion assez rapide. Ouais. D'accord, donc aujourd'hui, la mise en place de sites de pâturage, on peut dire tournant et temporaire, c'est quelque chose qui se développe vraiment et qui crée une synergie entre les fermes céréalières et des fermes d'élevage qui se développent et qui s'installent dans des régions qui ont été un petit peu délaissées depuis quelques temps. Je trouve, oui, en tout cas, d'autant plus que nous, moi l'hiver, je suis l'hiver sur des couverts on va dire, d'octobre à mars, grosso modo. Ici, on a des terras potentielles, avec une fertilité que, en tout cas, n'étant pas dans le végétal, en ce qui me concerne, je trouve assez bien faite. Il y a énormément de ressources qui est valorisable par nous, à condition que sur un plan humain, ça soit bien construit également, qu'on se répartisse bien le travail, qu'on soit d'accord, et puis qu'il y ait des coups de main réciproques à droite, à gauche, quoi. Moyennant quoi, par exemple, c'est des choses qu'on fait en l'absence de tout échange d'argent. C'est-à-dire, il y a d'autres manières de dépanner, d'autres manières de s'entraider, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Donc vraiment un retissage du lien entre les fermes aujourd'hui qui peut avoir un petit peu disparu dans certains coins. Je ne fais pas du tout de généralité à toute la France, loin de là, mais on peut voir certaines fermes aujourd'hui avec l'agrandissement des surfaces où on a un petit peu perdu ce lien. Donc certains intérêts agronomiques aussi, qui sont liés à la destruction de couverts par mal, mais aussi de l'intérêt agronomique du couvert de base, qui aujourd'hui on va penser majoritairement fertilisation azotée et les SIPAN par la partie réglementaire, mais on va retrouver quoi comme intérêt aujourd'hui, majoritairement un couvert, et puis des intérêts auxquels on ne pourrait pas vraiment penser. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui en bénéfice secondaire, on va dire, en plus de la partie réglementation et azotée? Je peux prendre la main, David, tu me compléteras. Sur le couvert, David l'a dit, il y a une multitude de services qui peuvent être rendus par le couvert. Alors déjà sur la partie piégeage d'azote, ça tout le monde le sait, mais il y a également des bénéfices en termes de piégeage de phosphore, en termes de piégeage de soufre. Nous on l'a montré dans les travaux qu'on a menés sur les couverts d'interculture jusqu'à 2020. Il y a également toute la partie forcément stockage de carbone via la matière organique et stockage de carbone, et dans certains systèmes fondent ensuite. Et en fait, plus la durée de végétation augmente, plus on va être en mesure de restructurer le sol grâce à ce couvert et d'accélérer la restructuration du sol par le couvert notamment. Donc ça, c'est pour la structure. On a vu différentes choses, hein. Ça ne permet pas forcément d'améliorer tout ce qui va être porosité totale, mais par contre on va avoir une meilleure vitesse d'infiltration de l'eau grâce au couvert, on va avoir une perméabilité à l'air aussi qui va être augmentée. Donc voilà, déjà tout un panel de choses sur la partie structure du sol. Et puis après, on sait qu'un couvert doit être compétitif, hein, doit faire de la biomasse si on veut aussi concurrencer les adventices notamment, peut rendre des services aussi écosystémiques avec pollinisation pour les auxiliaires, etc. quoi. Ouais, dans les grandes lignes, t'as bien tout brossé. Je rajouterais quand même, faut pas le survendre. Faut pas vendre du rêve quand on amène un couvert. Faut pas s'imaginer que parce qu'on a investi dans un couvert, tout va être résolu. Il y aura plus d'adventices, il y aura une belle structure, il y aura du carbone. C'est pas magique. Et puis, quand je parle d'investissement, c'est vraiment le mot investissement. Vous investissez dans un couvert. Si on parle de lutte contre les adventices, par exemple, il y a un effet.
Il y a un effet étouffement, par exemple, de la facélie qui est très flagrant sur les adventices. Par contre, quand on vous conseille un mélange qui a été élaboré sur la base d'essai à 10 kg, on ne le met pas à 7 parce que c'est moins cher. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va survendre des doses pour faire plus de semences, mais c'est parce qu'à ces densités-là, on a un effet étouffement. Si vous le mettez à une densité moindre, il ne faut pas lui demander trop. Voilà, donc à partir du moment où on connaît bien les limites des couverts, de la même façon, vous allez réfléchir quand vous investissez dans des légumineuses dans un couvert. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est comme dans une ration de bovin, ce qui coûte cher, c'est les protéines. Bon, bah là, dans un mélange, c'est les légumineuses. Si vous investissez dans des légumineuses pour mettre 50 mètres cubes de lisier ou 20 mètres cubes de digestat dessus, c'est pas la peine. Vous allez foutre en l'air tout. Donc il faut bien réfléchir son couvert en amont. À partir de là, on ne sera pas déçu parce qu'on saura à quoi s'attendre. Et puis le couvert a aussi un autre intérêt, c'est qu'il permet d'équilibrer. Je parlais de ration. Moi, je fais souvent le lien entre le sol et une ration de bovin, parce que finalement, ça marche à peu près pareil, sauf qu'un rumen, on est en anaérobiose. Le couvert permet d'équilibrer cette ration. Vous apportez des pailles au sol, vous avez un C sur N qui est à peu près à 100. Il va falloir leur descendre à 10 pour faire de l'humus. C'est-à-dire que quelque part, il va falloir trouver de l'azote, il va falloir trouver des sucres qui soient solubles et digestibles. Ben, ce couvert qui est plutôt jeune, avec des plantes qui sont très fermentescibles, vous permet d'aller tamponner cet effet paille qui est trop stable. Donc c'est aussi un effet un peu plus long terme là qu'on peut apporter au couvert. C'est super intéressant ce que vous nous dites là, et vous parlez vraiment de l'aspect investissement et de l'aspect vraiment du long terme d'un couvert. C'est comme quoi c'est vraiment quelque chose, c'est une carte qu'on met sur laquelle on aura un retour sur investissement au bout de quelques mois. Donc est-ce qu'aujourd'hui vraiment les couverts courts aujourd'hui, j'imagine que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous intéresse vous en tant qu'éleveur ovin, que ça vous permet d'avoir des couverts à faire pâturer tout au long de l'année, mais est-ce que au sein de la production céréalière, imaginons un couvert qui va rester 2 mois environ, on va avoir des effets qui sont vraiment quantifiables. Vous parliez tout à l'heure soufre, azote, phosphore et potasse, mais on va quantifier ça à peu près combien de pourcents comparé à un couvert long qui va pouvoir rester par exemple disons de la mi-août à la mi-janvier. On va retrouver combien de pourcents d'un couvert long sur un couvert court? Ça, c'est une bonne question. Je pense que un des bons indicateurs, c'est le développement du couvert et c'est la biomasse qui va être capable de produire dans le laps de temps donné. Il faut savoir que si vous visez une interculture courte, il faut anticiper au maximum le semis du couvert, donc par différents types de techniques dont on pourra parler après. Mais enfin, déjà, il faut savoir qu'un jour d'août, c'est 4 jours de novembre. Donc en termes de somme de température. Donc à partir du moment où vous allez réussir à le semer très tôt sur une espèce qui a un développement rapide, si vous faites déjà une certaine quantité de biomasse en interculture courte sur 2 ou 3 mois, le pari est gagné, d'autant plus que vous venez en plus amener d'autres services par le couvert, casser les cycles entre 2 céréales par exemple, à piéger l'azote qui est notamment présente aussi après la récolte de la céréale, comme on disait tout à l'heure, par l'interculture courte. Voilà, il y a différentes choses. Après, j'ai pas exactement David, tu as peut-être des choses? Non, juste pour compléter, globalement, les espèces qu'on utilise en couvert, c'est des zéros de végétation à peu près à 6 degrés. Donc moi, je considère qu'arrivé en novembre, le seul rôle, c'est le parapluie. Attention, c'est un rôle qui est hyper important. Mais on ne demandera jamais à un couvert de créer de la biomasse pour passer le mois de novembre. Donc on va maximiser tous les effets biomasse, engrais, structure de août à fin octobre. Et puis après, on essaiera d'avoir un relais pour faire un parapluie parce que, allez, je suis pas du tout anti-labour, c'est quand même une sacrée arme pour le désherbage. Mais il faut toujours se poser la question, pourquoi pour les mois les pires concernant les pluviométries, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre la terre à poil, quelque part. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose aussi aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'intérêt vraiment d'un couvert qui sera détruit très très tôt, type mi-décembre. Est-ce que aujourd'hui, le pâturage un pâturage après, ou juste le fait de laisser les chaumes en surface, ça peut être quelque chose qui peut conserver un espèce de petit effet parapluie si on fait pâturer au cours... Je ne sais pas quand est-ce que vous finissez votre saison de pâturage, à peu près. L'an dernier, c'était au 15 février, quoi. D'accord, donc en fait au 15 février on se retrouve assez tard, donc ça veut dire que il y aura des couverts qui seront détruits ou du moins broutés à partir de la mi-décembre. Est-ce que juste la chaume que les moutons vont laisser constitue encore une protection au sol ou c'est quelque chose qui est insuffisant et une coupe qui est vraiment trop rase à peu près? Alors après ça c'est complètement modulable, hein. C'est-à-dire que moi j'ai même des agriculteurs qui me demandent de passer tôt pour laisser une repousse. Oui, donc c'est complètement modulable. En termes de chargement animal sur une surface donnée pour un temps donné, en fait, on ingère ce qu'on est autorisé à manger et on leur laisse ce qu'ils veulent garder sur leur parcelle, quoi. Donc, ça peut.
Après des couverts vraiment rasés, sur un plan agronomique, moi j'en ai aucune idée, c'est pas mon métier, mais en tout cas pour cette année, les retours d'expérience sont plutôt très positifs en termes de reprise des terres. Pour refaire les semis derrière, ils disent ouais, c'est du beurre, ça y va quoi. Ils sont très contents en tout cas. Ouais, donc là, on peut vraiment voir que, enfin, de ce que vous nous dites pour cette année, ce ne sera pas forcément applicable l'année prochaine ni à dans 2 ans, mais aujourd'hui, on voit un effet positif sur un couvert et une conservation du coup de ce gain de structure qu'on va retrouver. Et cette synergie qu'on retrouve du coup avec vous sur un élevage ovin, c'est quelque chose qui est envisageable. Je pense un couvert, ça amène aujourd'hui beaucoup d'opportunités de développement. On va pouvoir trouver de la méthanisation, du pâturage, on va pouvoir retrouver de l'ensilage des cultures intermédiaires. Si on se trouve avec un couvert qui sera majoritairement composé de céréales, c'est quelque chose qui est possible. Vous avez des espèces aujourd'hui à proposer, des mélanges de types de couverts qui vont permettre ce genre de développement, ou bien c'est en cours de développement? Alors nous, de notre côté, on n'a pas spécifiquement travaillé sur le choix d'une espèce par rapport à son débouché derrière au niveau ensilage ou spécifiquement pour l'élevage. Donc peut-être que David, je pense que M. Manguin aura aussi, je pense, des éléments à donner sur les espèces préférentielles pour les troupeaux. Mais je pense que de manière générale, en fait, ce qu'on attend du couvert, il y a des choses qui sont assez généralisables, je pense, que ça soit en termes de complémentarité avec les cultures de la rotation aussi derrière. La durée de présence, on en a parlé, je pense que notamment si c'est pâturé, voilà, il faut des espèces qui tiennent aussi suffisamment le coup pour aller alimenter les troupeaux jusque la fin d'hiver. Et puis après, voilà, en termes de modalités d'implantation, de destruction, etc., voilà, le choix d'espèces, tout ça, ça doit être réfléchi par rapport à différents facteurs, je pense. Alors après, voilà, peut-être que je vous laisse la parole pour la suite. Ouais, donc effectivement, on travaille pas mal aussi maintenant sur des mélanges qui soient soit à vocation dérobée, soit mixtes. C'est-à-dire qui sont implantés pour être découverts, et puis en cas de problème, ils nous font un tampon parce qu'on manque de fourrage, ou on sait que le maïs, ça va être dur. Hein, on a quand même, si on met un petit coup d'œil dans le rétro, on sait qu'il y a des années qui sont un peu chaudes en production fourragère. Ça nous permet d'aller chercher un petit peu d'UF, un peu de PDI, quelques tonnages de matière sèche. Donc on essaie de travailler sur les couverts mixtes, valorisables en élevage, sachant que les vaches sont quand même, à mon avis, plus capricieuses que les moutons pour la valorisation. Et donc ce qu'on va tester par exemple cette année, c'est des couverts à la volée, avant moisson, pour gagner encore un petit peu de tonnage. Et là sur des espèces purement vocation animale, donc Moa et Vess en particulier. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment des techniques qui sont aujourd'hui novatrices sur ces types de recherche. C'est intéressant. Donc aujourd'hui, par exemple, je reprends encore le cas d'un pâturage ovin, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui est amené à se développer dans les régions qu'on a en France. L'ovin est une pratique qui a beaucoup disparu du paysage français sur les peut-être 30 dernières années. Donc c'est quelque chose qui va peut-être revenir. Donc les espèces qui sont préférentielles pour vous, et pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a par exemple un pâturage qui sera brouté en novembre ou à l'automne, vous aurez les mêmes intérêts et vous avez les mêmes envies qu'un pâturage qui sera brouté au printemps? Je pense aux besoins énergétiques pour plus proche ou plus loin du vélage, ce genre de choses. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça malheureusement, parce que tout dépend de la période à laquelle on cale les besoins nutritionnels les plus importants du troupeau. Et nous, délibérément, on a choisi de mettre les lactations, les naissances et les lactations sur les couverts, pour la raison que c'est extrêmement nutritif. Ça fonctionne très bien. Nous, on a reçu des agnelles l'an dernier, 4 mois et demi au mois de septembre. Elles ont doublé leur poids pendant l'hiver. On les a pesées au mois de mars, elles faisaient 57-58 kilos. Enfin, quelque chose Il y a un troupeau en plein air toute l'année qui marche plusieurs kilomètres par semaine. Voilà. Donc en termes d'apport nutritionnel, les couverts, c'est justement là qu'on a choisi d'avoir les besoins les plus importants de production, en fait. Pour ce qui est des espèces, alors nous, on a pris le parti, quand on est arrivé pâturé c'est un GI2E, du coup, hein, on leur dit, vous ne changez rien. Vous ne semez pas pour nous, voilà. Juste quand vous avez besoin de reprendre vos parcelles, vous nous prévenez 48 heures à l'avance, on va dire. Si vous voulez qu'on s'en aille, c'est 48 heures. Donc c'est vraiment, il faut être très réactif, quoi. En termes de préférence des plantes, s'il y a des radis dans les couverts, c'est le dessert, on va dire. C'est la cerise sur le gâteau. Hormis ça, il n'y a pas vraiment de ligne conductrice sur la composition des couverts qu'on mange. Les seuls trucs que j'évite,
c'est les sarrasins, parce qu'il semblerait que sur un plan zootechnique, ce soit quand même assez, ça puisse être dommageable. Et les moutardes pures. Voilà, une moutarde en mélange, pas de problème. Les moutardes pures, j'essaie d'éviter. Après, quand il n'y a que ça, ben, voilà, on y va. Mais sinon, vraiment, la brebis, c'est un animal très plastique en termes d'adaptation comportementale et nutritionnelle. Et moyennant un petit peu de travail, elle mange tout. Hein. Plusieurs collègues m'avaient dit, tu verras, elles ne mangeront pas la févrole. Si, très bien. Elles y vont. Et puis, faut forcer un petit peu au départ. Et puis ensuite, ça passe dans leurs habitudes, quoi. Il n'y a pas... Ouais. D'accord, donc en fait, oui, c'est une technique qui aujourd'hui est assez applicable à des productions céréalières de type global et sans grosse modification de l'itinéraire technique. Vous parlez des radis, c'est intéressant, puisqu'en couverts végétaux, on voit que c'est une espèce qui tend à se développer petit à petit, péniblement un petit peu, mais qui a quand même des intérêts sur... vous parliez tout à l'heure de la perforation des semelles de labour et de la décompaction profondeur. Puis c'est une espèce qui, dans le cas d'un gel profond, va nécessiter quasiment aucun désherbage ni destruction, potentiellement, on espère, geler et exploser. C'est quelque chose, donc le radis qui se développe un petit peu sur la partie Hauts-de-France et même en France de manière générale. Il y a de la recherche qui est faite actuellement. Alors nous, je sais que le radis, c'est une espèce qui a été beaucoup travaillée dans nos précédents travaux sur les couverts d'interculture, de par le fait que déjà en termes de capacité de levée, on est sur une espèce qui est parmi les meilleures. C'est une crucifère qui lève bien, qui lève même quand il fait sec. On l'a vu l'année dernière sur les étés qu'on a eu, donc on parlait de semis à la volée tout à l'heure. Hein. Nous, on a pas mal travaillé tout ce qui concerne le semis à la volée de couvert dans la céréale précédente avant la moisson. Donc avec un semoir centrifuge, hein, on arrive à épandre des radis jusqu'à 20-25 mètres qu'on complète avec d'autres espèces à graines plus importantes, type veste pour aller coloniser les 30 mètres. On peut aussi enrober ou utiliser les graines pour avoir quelque chose de plus homogène. Mais le radis, c'est une plante qui marche bien. On a eu, nous, à titre d'exemple, sur la ferme personnelle, un couvert semé à la volée radis veste l'année dernière, au 14 juillet, la veille de la moisson. On a eu seulement 8 mm jusqu'à la fin août et on a eu un couvert qui a bien fonctionné, qui a fait la biomasse qu'on attendait. Donc voilà, là-dessus, ça marche bien. On l'a vu, ça structure aussi pas mal le sol. Après, être vigilant quand même sur la destruction. Hein. Je pense que c'est pas forcément une espèce qui se détruit si facilement que ça, à mon sens. David, tu diras ce que tu en penses, mais voilà, peut-être être vigilant là-dessus quand même. Voilà. Ouais, le radis, c'est vraiment la preuve du oui mais en couvert. Le oui mais. Oui, alors c'est vraiment je dirais, c'est la plante qui a le meilleur retour biomasse sur investissement. Ça produit facilement, ça produit vite, ça pousse très vite, c'est très agressif. Ça pousse même dans le sec, donc il n'y a aucun souci. Par contre, à bien réfléchir, comme tu disais, pour la destruction, parce que alors il y a 2 radis quand même, on va le préciser, mais le radis fourragé qui est indestructible niveau mécanique. Voilà, si vous voulez passer un broyeur ou un rouleau Faca, c'est mort, le collet il est à ras de terre, on ne pourra pas le casser. Un radis asiatique, par contre, lui qui dépasse fortement du sol, on va le détruire très facilement au rouleau. Il y a quand même un problème de mulot qu'il ne faut pas négliger. Et puis si on veut partir dans des systèmes un peu SD, notamment en betterave ou des implantations de patates sans labour, les repousses de radis à gérer dans la culture, ça peut être un peu compliqué. Donc c'est le oui mais. C'est une très bonne plante, par contre il faut réfléchir à sa destruction. Alors après s'il y a un coup de pâturage, notamment par des moutons, moi je viens d'un secteur où on est sur des terres très blanches, donc des sols très soufflés. Le fait de faire passer des moutons entre 2 cultures pour appuyer le sol, parce que souvent dans les laissoirs directs, ils ont tendance à taper dans le creux, hein, dans des sols un peu trop légers, ça rappuie le sol, ça donne une meilleure efficacité de semis. Enfin, c'est la preuve qu'on peut rendre un système totalement cohérent. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Le fait de favoriser le contact terre-graine par un pâturage avant le semis, c'est quelque chose on imagine facilement qu'on peut avoir des bénéfices là-dessus sur les terres un peu légères ou bien sur de l'argile qui a tendance à souffler dans l'hiver. C'est des choses qu'on peut retrouver. C'est marrant que vous parliez du oui, mais ça nous fait la parfaite transition pour la partie d'après. On va parler plutôt des côtés négatifs et puis des côtés compliqués de la mise en place de couverts sur les systèmes de culture qu'on peut retrouver aujourd'hui dans notre secteur, là, autour du Beauvaisis. Donc, sur un couvert aujourd'hui, on a quoi comme grosse problématique, comme grosse limite sur ces dernières années où le couvert s'est vraiment développé et sa mise en place, c'est entre guillemets devenu quelque chose de commun qu'on a ici? Alors, pour ma part, hein, pour tous les essais qu'on mène depuis 2 ans, le gros point faible découvert, c'est une implantation derrière Escourgeon avec un déchômage. Là, c'est la guerre.
C'est-à-dire que par exemple l'an dernier, c'était très compliqué de déchaumer. On a au mieux fait un déchaumage et puis après on a fait ce qu'on a pu. Et donc on a provoqué des levées d'escourgeons monstrueuses avec une concurrence du couvert qui fait qu'à la fin, même, alors au-delà des couverts, mais même en méta, on a eu des essais méta qui ont été très compliqués parce que l'escourgeon a étouffé complètement les secs. Ça a été très compliqué. Si on niveau implantation, si on arrive à gérer la préparation de sol, globalement ça se passe plutôt pas trop mal. Ouais, je te rejoins, David. En fait, le gros problème depuis... Enfin, toutes les années ne se ressemblent pas, mais le gros problème, c'est le sec au moment de l'implantation. Donc nous, on avait fait des essais jusqu'à 2020 où on avait comparé différentes techniques d'implantation, donc avec travail du sol avant implantation du couvert ou alors semi-direct, donc semi-direct avec différents types de semis. Bon, on a vu que les meilleurs taux de levée étaient obtenus en semi-direct, donc que ce soit en semi-direct à disque ou à dents, on voit quand même des taux de levée et des biomasses produites derrière qui sont plus intéressantes. Idéalement, on privilégie quand même des semoirs de semi-direct à dents pour les couverts, dans le sens où les semoirs de semi-direct à disque peuvent être problématiques au niveau des pailles, dès lors qu'on est sur paille restituée, avec des pailles qui viennent se mettre au fond du sillon et qui peuvent bloquer la levée du couvert derrière. On essaye du coup aussi on a essayé, fait des travaux sur le roulage qui a aussi permis de maintenir l'humidité dans certaines circonstances, notamment après travail du sol. Et sinon, on a travaillé, comme j'en ai parlé un petit peu avant, sur tout ce qui va être semis à la volée dans le précédent. Faut savoir que le semis à la volée dans le précédent, dans tous nos essais, ça a été le type de semis le meilleur compromis qui a été trouvé en termes de levée et de biomasse produite à la fin en comparaison aux pratiques agriculteurs qui étaient testées à côté. Donc là, on a vraiment, du coup, la technique est encore, on va dire, en cours de perfectionnement, mais grosso modo, nous, ce qu'on préconisait, c'était de semer vraiment juste avant le passage de la batteuse pour éviter des semis trop tôt. Parce que du coup, on bénéficie pas forcément de l'humidité résiduelle post-récolte qu'on peut avoir au moment de la moisson juste derrière la batteuse. Donc des semis quelques jours avant la moisson, c'est parfait au niveau du semis à la volée. Restituer les pailles pour justement avoir ce mulch qui va permettre de bénéficier de l'humidité résiduelle que vous n'aurez pas si vous enlevez les pailles. Alors s'il pleut, tout va bien, s'il pleut pas, c'est dans le sec. Et bien choisir les espèces, parce que forcément sur des semis directs à la volée, donc là vous avez des illustrations de ce que ça peut donner. Donc ici pour le couvert à gauche de la moisson 2022, ça fonctionne bien, mais alors il faut bien choisir ces espèces. Si vous êtes sur des espèces assez précoces, notamment à floraison telles que de la moutarde, c'est pas l'idéal parce que très rapidement elle va monter à floraison. Donc c'est pas forcément ce qu'on attend. Vaut mieux privilégier des radis ou des espèces comme ça, à moins qu'on ait une interculture courte avec un semis de blé derrière, auquel cas la moutarde peut être tout à fait adaptée. Il faut également regarder au niveau de la balistique d'épandage, si vous épandez avec un semoir centrifuge, toutes les petites graines, si elles ne sont pas collées ensemble, c'est très problématique au niveau de l'épandage. Et donc après, il y a des différentes possibilités, enrober les graines, pelletiser les graines. Bien penser à optimiser les réglages du distributeur sur les semis à la volée, parce que c'est vraiment un élément qui va vous permettre d'avoir le couvert le plus homogène possible. Et et puis donc ici à droite vous avez une petite photo où on a fait le même pari de semer un colza associé avec différents types de couverts à la volée dans le cadre de nos projets sur lequel David est impliqué également, et donc on a comparé à une technique classique. Vous voyez bien ici, c'est à peu près 2 mois après la moisson, on est sur un gros couvert, un gros colza associé à droite pour un colza semé après travail du sol à gauche où il y a pas mal de repousses. Ce qui ne sont pas présentes dans le côté semé à la volée, donc on était plutôt satisfait de cette année d'essai. Ouais, Bastien parlait de précocité floraison. Ça c'est vraiment un point extrêmement important quand vous choisissez vos couverts. De la même façon que vous ne semez pas du blé, vous semez du chevignon, vous semez de l'extase, du complice, du campesino, tout ce que vous voulez. Vous semez une variété de blé qui a des prérequis de laquelle vous attendez quelque chose. Faites gaffe aux précocités variétales. Si on prend l'exemple d'une moutarde, il y a des moutardes blanches qui vont fleurir à 500 degrés jour après semis, d'autres qui vont fleurir à 1200 degrés. Voilà, rien que ça fait une différence qui est énorme. Alors au niveau des semis à la volée, on l'a testé l'an dernier, et en toute transparence, quand j'ai initié l'essai, je l'ai fait pour faire plaisir, parce que j'y croyais pas.
Voilà, c'est peut-être psychologique, c'est un peu stupide, mais pour moi, des graines, ça se balance pas, ça se sème, ça se soigne. C'est complètement con, hein, on peut le dire, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait l'essai pour faire plaisir. On a semé 10 jours avant la moisson à peu près. Et puis on a comparé avec les mêmes mélanges semés le 4 août, avec une moisson au 21 juillet. Donc dans des dates quand même relativement précoces. Hein. On était dans le Pas-de-Calais, semé au 4 août, c'est quand même précoce pour un couvert. Et finalement, on a fini sur 4,5 tonnes de matière sèche semée à la volée et 2 tonnes semées à bonne date. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un très très gros gap à aller chercher avec cette technique-là. Même si on peut se dire, voilà, on l'avait là, même si on peut se dire que ça c'était encore un autre essai, mais bon c'est pas grave. Même si on peut se dire, ouais, on jette des graines, on les pose sur le sol, il vaudrait mieux les recouvrir. Bah non, finalement, on est mieux à faire ça. Par contre, il va falloir travailler avec des mélanges ou des semenciers qui vont réfléchir au risque. Si on prend l'année 2021, ceux qui ont semé trop tôt, ils se sont fait peur. Parce que ça a monté, et puis à un moment, il y en a qui ont failli passer au-dessus des blés. Donc il va falloir travailler par exemple avec des vesses qui vont être plutôt des vesses velues, qui ont tendance à rester plutôt en bas, pour éviter d'aller concurrencer les étages hauts du blé. Donc tout ça, c'est à réfléchir. On a quand même la chance d'être dans une région où il y a des semenciers en nombre et de très grande qualité. Donc quand on parle aussi de travailler local, nous on a cette chance-là en Haute-France d'avoir toutes les grandes maisons de semences qui travaillent ici. Merci beaucoup pour ça. Et oui, c'est vrai que la partie floraison, on n'y pense pas. C'est le fait de se dire que le couvert va rattraper la culture, c'est quelque chose qui paraît insensé, mais c'est vrai que mine de rien, ça peut être possible au final. Ouais. Et une floraison aussi qui va arriver trop tôt dans l'hiver va pouvoir, j'imagine, amener à une multiplication non voulue. Je pense par exemple à une moutarde ou autre. Si elle peut arriver à maturité de la graine, je ne connais pas le nombre de degrés jour pour une moutarde, pour qu'elle arrive à maturité, mais j'imagine que c'est possible dans le cas de variétés très précoces. On l'a eu en 2021, on a eu des grenaisons sur Faceli notamment, un peu sur moutarde. Alors c'est pas une catastrophe, c'est pas une catastrophe en soi. Le fait que ça fleurisse, effectivement ça lignifie, et effectivement on arrête de faire de la biomasse. Ça c'est un fait. Après il y aura un moyen aussi, c'est que cette lignine, cette cellulose vont être très dures à digérer pour le sol. Le sol n'est pas fait pour ça. Hein. Le sol il est comme nous, je ne veux pas dire qu'il est feignant, mais il est économe, il ne va pas travailler pour rien. Par contre, si on le fait passer à l'intérieur d'un polygastrique, il en ressort une matière qui est prête à être assimilée par le sol. Donc effectivement, si on a des couverts trop lignifiés, il y aura peut-être d'autres techniques pour les valoriser. Oui, c'est vrai que dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant du coup. Et par contre, est-ce que vous avez eu des retours concernant le pâturage au vin sur un potentiel salissement derrière la parcelle par dans les déjections, une reproduction et un couvert qui revient encore plus présent ou avec des espèces qui n'étaient pas voulues à la base, qui vont, je ne sais pas, par exemple mettre côté ou... À titre personnel, non, quoi. J'ai pas quoi que ce soit à déplorer. Chez les collègues aux alentours, il me semble pas non plus. Dans la mesure où les brebis vont restituer ce qui est mangé sur la parcelle, qu'il y a quand même peu d'espèces qui sont à graines à l'époque où on pâture. Non, je peux pas dire que j'ai rencontré le problème. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, ça s'est pas encore produit. Ouais. Donc en l'occurrence, derrière un pâturage au vin, très peu de salissement, voire aucun salissement pour le moment pour vous. On espère, oui. Oui. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière générale derrière un couvert, un potentiel salissement dans la céréale qu'on va retrouver après et qui va demander un rattrapage ou pas forcément, ou bien un coup de préparation de sol supplémentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister, qui peut apparaître? C'est des phénomènes qu'on peut voir? Je pense que le couvert, en fait, il faut le raisonner comme une technique dans le système. Déjà, si on parle du couvert en tant que levier de gestion des adventices dans un système avec travail du sol, il ne faut pas attendre plus d'un couvert que d'un faux semis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous implantez votre couvert, vous allez faire potentiellement lever des adventices, comme vous les aurez fait lever par un travail du sol quelconque. Le couvert, lui, il va venir étouffer ces adventices, les contenir, et quand vous allez le détruire avant leur date, normalement, de grenaison, ça devrait bien se passer. Pour autant, dans certains types de systèmes, notamment avec moins de travail du sol, du semi-direct sous couvert, etc., agriculture de conservation, je pense que le fait de faire pâturer le couvert d'interculture, enfin en interculture, par un troupeau ovin comme ça, c'est vraiment une arme supplémentaire vraiment très intéressante pour la gestion de l'enherbement. Déjà d'une part pour consommer les différentes graminées, vulpins, raies-gras ou autres qui pourraient être présentes dans le couvert. Et puis, je pense que ça peut éviter aussi certains problèmes liés à du repiquage de couverts, etc. Même dans des systèmes avec travail du sol, dès lors qu'on a une destruction ou une reprise du couvert derrière, quoi.
Oui, c'est vrai que le repiquage, c'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps, ce qui fait que dans beaucoup de cas, les couverts sont détruits très précocement pour se garder la possibilité de faire un travail du sol derrière après un broyage en cas de repiquage. Donc oui, c'est vrai que ça doit être quelque chose qui aujourd'hui se cumule bien du coup avec un pâturage potentiel. On doit limiter le risque de repiquage si on a un pâturage et une coupe qui est vraiment fait à ras par les brebis. Voilà, et puis d'autant plus que vu que notre durée, la puissance d'impact du pâturage est complètement modulable par nous, des parcelles en salissement, on peut très bien dire, non, je mets mes chiens aux quatre coins, je verrouille mes chiens, je dis aux brebis, je signifie aux brebis, vous ne bougez pas d'ici, vous me mangez les adventices, ou les machins. Voilà, vous terminez l'assiette, quoi. D'accord, donc même les refus, vous arrivez à les faire manger aux brebis, c'est vraiment un animal qui ne pose pose pas de problème là-dessus. Quand il y a des fortes têtes dans le troupeau, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y en a qui n'ont pas peur du chien, donc voilà. Parce que moi, la plupart du temps, le troupeau est gardé quand même, donc je suis pas beaucoup en clôture. Mais sinon, il est possible de les forcer pour obtenir la hauteur de sortie de paddock qu'on souhaite obtenir, quoi. Ouais. D'accord, et du coup, dans ce cas-là, à la fin, on n'a quasiment aucun problème, plus rien, il y a presque plus rien de vivant à part un léger paillage de surface qui sera facilement détruit, qu'on pourra facilement détruire. Ouais, on espère en tout cas. Ouais. Ouais, les problèmes d'enherbement derrière couvert, pour moi, ça n'existe pas beaucoup. Puisque soit on est en labour, et les repiquages qu'on va devoir gérer comme cette année, où c'est un peu la misère, ils sont plutôt dus au système qu'au couvert, soit on est en TCS, où là on a le petit litre et demi de glypho qui va venir pour donner un coup de main. Donc c'est pas un problème les adventices dus à des couverts, on les amplifie pas. Je dirais au mieux on va les réduire, mais au pire il se passe rien. C'est plutôt les ravageurs type limaces qui ont tendance limaces mulot qui ont tendance à se développer dans les couverts, dans les systèmes couverts plus TCS. Souvent les deux vont de pair, et c'est là où on a plutôt ces problèmes-là qui apparaissent. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la partie tout ce qui est biotrophe. Donc tous les animaux qui peuvent nuire à la culture suivante dans le cas d'un couvert, c'est vrai que dans le cas du TCS, avec aucun travail du sol, on va faciliter la prolifération de ces ravageurs qui peuvent nuire aux cultures. Donc, et les systèmes TCS aujourd'hui tenant à se développer de plus en plus par la facilité qu'ils engendrent, les réductions des coûts, c'est des perspectives d'avenir qu'il faut commencer à réfléchir. Donc aujourd'hui, là, le développement des couverts en France et sur les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est comment vous le voyez à l'avenir. J'ai envie de mettre une perspective à, par exemple, mettons 10 ou 15 ans. C'est quelle perspective voyez-vous? Est-ce que plutôt du couvert permanent, du pâturage bovin, de l'ensilage pour des méthaniseurs? Quelle perspective voyez-vous à l'innovation dans les couverts et dans les techniques culturales aujourd'hui? Tu me laisses commencer, c'est gentil. Je vais essayer de déblayer un peu. Il y a des perspectives, beaucoup de perspectives. La méthanisation, c'en est une, hein, et qui permettra aussi de sortir un peu d'adventice des champs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une perspective. Une autre aussi, c'est le carbone. Puisque les agriculteurs qui vont être engagés dans des démarches carbone, il va y avoir un critère important, c'est le temps de couverture des sols. Donc plus vite on va couvrir les sols après la moisson, voire avant même la moisson, et plus vite ils vont atteindre les objectifs. Donc il va falloir qu'on travaille sur des couverts les plus rapides à se mettre en place, et puis couvrir les sols le plus longtemps possible. Donc forcément on est sur quand même une thématique qui va tendre à se développer. Ce qui sera très important quand même, parce que moi j'ai vécu un peu le début de la TCS quand j'étais étudiant ici à Beauvais. Et l'énorme bêtise qu'on a faite, c'est d'expliquer aux agriculteurs, vous jetez vos charrues et vous achetez un Smart SD. C'est la pire des conneries qu'on ait faites, parce qu'on n'a pas expliqué que à chaque fois, ce pourquoi la charrue était faite, il fallait le remplacer par autre chose. C'est-à-dire que pour soigner l'aspect structure, il fallait remplacer par des couverts. Pour soigner l'aspect désherbage, il fallait remplacer par de rotation. Et comme on ne l'a pas fait, on arrive à des impasses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des systèmes qui ont été déséquilibrés, eh ben aujourd'hui, on rachète des charrues. Et puis entre deux, il y a un peu de querelles de clochers, de sectes, de dogmes qui se sont mis là-dedans. Donc c'est un peu compliqué de parler de ces thématiques-là de manière tout à fait sereine toujours. Mais le couvert va prendre une place pas centrale, parce que le but c'est quand même de produire. Ça faut le rappeler quand même, hein. Le couvert c'est pas une fin en soi. La fin en soi c'est la culture qui vient avant ou qui vient après. Par contre ça va devenir un levier très intéressant pour maintenir la fertilité des sols à long terme. Ouais, je te rejoins, David. Je pense que quand tu dis le couvert va prendre une place centrale, je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas un système parfait, on a des systèmes avec des avantages, des inconvénients, des leviers qui peuvent être actionnés par certains et pas par d'autres pour X ou Y raison. Hein. Tu as parlé de la méthanisation, certains, avec l'élevage
le couvert va présenter cet intérêt-là. De manière générale, en fait, le couvert, il s'insère dans tous les systèmes, quoi. Dans tous les systèmes d'avenir, le couvert est présent, que ce soit, comme tu l'as dit, pour le stockage de carbone, pour la gestion de l'azote, pour voilà, la gestion de l'autonomie de l'alimentation des troupeaux, notamment. Voilà, le couvert, il est présent dans tous les systèmes d'avenir, je pense. Et notamment, on parle avec Monsieur Manguin, là, dans les systèmes qui tendent vers l'ACS et qui tendent vers l'agriculture biologique. Bah, je pense que là, cet exemple de complémentarité entre l'élevage et la couverture du sol, il est vraiment très intéressant, et parce que je pense que ce levier-là, dans ce type de système-là, qui est un peu le système idéal, hein, on vise la fertilité des sols, on vise l'agriculture biologique, et bah, c'est vrai que ce levier pâturage découvert par les moutons, pour gérer l'enherbement et pour avoir cette partie fertilité aussi apportée par les déjections animales est super pertinente, ouais, je pense. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est une perspective qu'on peut imaginer à l'avenir assez facilement, j'ai envie de dire, même si c'est rarement simple de modifier un système culturel à ce point. Puis on parlait méthanisation, il ne faut pas oublier qu'un méthaniseur, c'est ni plus ni moins qu'une grosse vache. Donc au final, tout couvert qui est mis dans un méthaniseur pourrait être pâturé par un troupeau bovin. Là, par contre, on va se retrouver avec des problématiques de tassement, de piétinement de surface, puisque c'est des animaux qui sont quand même bien plus gros qu'un ovin. Mais c'est aussi des choses qu'on pourrait imaginer. C'est à la place de mettre en place des pâtures temporaires, peut-être pourquoi pas plutôt maximiser les couverts aussi, en plus de maximiser une production qui est quand même l'essence même de l'agriculture aujourd'hui, c'est produire pour nourrir, mais continuer à avoir des systèmes complémentaires et vraiment réfléchir à une synergie complète dans le système, et pourquoi pas aller le chercher ailleurs, donc en créant une synergie avec les voisins, avec d'autres agriculteurs, d'autres organismes, et redynamiser aussi une facette de l'agriculture qu'on a perdue aujourd'hui, ou un truc un peu perdu en France aujourd'hui, avec le redéveloppement de certaines filières, de vente directe, des filières d'abattoirs qui aujourd'hui ferment de plus en plus, ce genre de choses qui aujourd'hui disparaissent petit à petit du paysage agricole français. J'ai juste nuancé un peu. Faut pas confondre rappuyer et compacter. C'est-à-dire que les animaux comme les brebis rappuient très fort, mais ça compacte pas en profondeur. J'ai jamais fait un profit derrière d'un troupeau qui était abîmé, en tout cas beaucoup moins qu'avec une autochargeuse sous la flotte. Oui, je me suis trompé, je me suis mal exprimé. On va plutôt parler de piétinement, c'est vrai, plutôt que de compaction. Enfin, piétinement de surface plutôt que de compaction, c'est vrai. Vous faites bien de le préciser. Et puis je pense qu'en fait, tout dépend le temps aussi que le troupeau va rester sur place. Hein. Si tu laisses 200 brebis sur une petite surface un certain temps, ça peut être potentiellement pire, je pense, que 10 vaches enfin voilà quoi. Enfin, je pense que c'est le temps, et là du coup je suis pas du tout spécialiste pour en parler, mais le temps de présence sur l'espace par le type d'espèce, j'imagine que voilà, pour un troupeau bovin, il faut certainement augmenter l'espace et puis faire tourner plus rapidement, j'imagine. Oui, sûrement. Pour le coup, c'est des sujets où je pense qu'aucun de nous n'est compétent là-dessus. Mais c'est une ouverture qu'on peut imaginer aujourd'hui pour le développement de nouvelles filières et nouvelles filiales sur l'agriculture des Hauts-de-France. Donc je pense que là, on a couvert une bonne partie de la fertilité aujourd'hui du sol et des manières de la dynamiser aujourd'hui. On n'a pas pu aborder la partie travail du sol, DCS, enfin du moins très peu, fissuration potentielle, ce genre de choses. Ça, on gardera ça pour une prochaine édition. Merci à tous pour votre attention et merci à vous trois pour